première question. Quel est le travail d'un sondeur? Le travail d'un sondeur, c'est très simple. Les houilleurs, ils ont fait des forages pour localiser les couches de charbon, l'épaisseur, les profondeurs. Ça, c'était le rôle des sondeurs, des houilleurs. Question au sondeur qui peut avoir son importance. Les sondages que vous avez faits, ils allaient jusqu'à combien de mètres sous terre? Est-ce qu'ils allaient tous en dessous de la nappe phréatique? Oui, en forêt de 1000 à 1500 mètres de profond. La nappe phréatique, en général, se trouve à peu près à 190 mètres. Parce que là, dans le reportage, ils montrent quand ils font le forage, ils mettent une gaine, soi-disant, qui est étanche. Mais quand ils posent la gaine étanche, il y a une étanchéité intérieure. À l'extérieur, c'est juste un truc de métal. Il n'y a pas d'étanchéité qui empêche une épaisseur de contacter l'autre. S'il y a une fuite d'eau, s'il y a des passages d'eau qui passent avec une pression supérieure, elle peut s'infiltrer au mieux. Donc il peut y avoir des pollutions induites à l'extérieur du tube de forage. Vu que vous avez fait des sondages, vous faites des sondages. Non, normalement, c'est pas possible. Hein. On pose donc on commence toujours à forer très gros pour poser des tubages qui sont qui font 17 pouces. Et ensuite, il y a donc entre le tubage et le terrain, le vide qu'il y a, c'est ce qu'on appelle l'espace annulaire. Et ça, c'est cimenté sous pression. Et ensuite, il y a une entreprise Schlumberger, pour ne pas la citer, qui vient et qui fait des radiographies pour voir si la cimentation elle est bien. Et ensuite, on continue. Une fois que ça c'est fait, donc le ciment, on le laisse sécher. Et une fois que le ciment il est sec, il y a des durcisseurs dedans. Ça dure à peu près 48 heures. Et alors, à partir de ce moment-là, on continue à forer avec un diamètre plus petit. Et ensuite, on continue à tuber jusque là où on veut s'arrêter avec le tubage, quoi. Alors pourquoi il y a eu un problème sur 2 forages? Je pense que le géologue a mal fait son travail. Le géologue, c'est lui, pendant le forage, pendant le forage au tricône, vous avez vu le tricône, là, avec les 3 molettes. Le terrain, il est broyé, et donc, ce qui remonte, le terrain broyé, c'est ce qu'on appelle les cuttings. Et ça passe sur un tamis vibrant, et là, le géologue, en permanence, il prend des échantillons, il les analyse, et puis, il y a, à un moment donné, en dessous de la nappe phréatique, il y a un terrain qui s'appelle le conglomérat de Holz, chez nous. Et ça, c'était la garantie qu'on était sorti donc de la nappe phréatique. Et à partir de là, nous, on forait encore une vingtaine ou une trentaine de mètres. Et là, seulement, on tubait. Et on était sûr que la nappe phréatique était protégée. Et donc, le problème qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est un accident ou ils n'ont pas compris le terrain Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Mais la conséquence de ce qui s'est passé à Diblin, là, c'est quoi alors? Est-ce que la nappe phréatique, elle a été complètement vidée ou polluée ou... Alors là, je peux répondre parce que je suis vraiment au cœur de tout ce combat. Malheureusement, je n'ai pas demandé ça. Mais alors, il existe un unique rapport de fin de sondage, c'est justement pour Diblin. Ce sont 4 pages qui sont absolument accablantes et qui montrent que non seulement la nappe phréatique n'était pas protégée, mais elle a été directement touchée avec une impossibilité de trouver une parade pour cette perméabilisation. Donc c'est bien au moment du forage qu'il y a une mise en communication avec la nappe phréatique, qui d'ailleurs, c'est parlant, hein, nous pourrons pomper l'eau de la nappe phréatique pendant des années avant de voir sortir du gaz, bon, c'est déjà parlant. Et trouver ça drôle, c'est aussi assez bizarre quand même, parce que c'est méconnaître ce que ça représente au niveau des conséquences. Tout ce qui a été injecté y est resté, bien sûr, y compris l'argent, parce qu'il ne faudrait pas oublier quand même que chaque fois, ce sont des sommes phénoménales à notre niveau quand même. Hein. Pour quelqu'un qui vit normalement, 6 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent quand même, qui ont été investis dans ce type de projet. Nous sommes à 11 années de présence d'EGL maintenant. La vérité est qu'en 2004, EGL, European Gas Limited, qui se trouvait à ce moment-là à Monaco, avait une filiale à Nice et qu'elle avait déjà un premier permis d'exploration.
enfin un permis exclusif de recherche d'hydrocarbures. En 2006, il a commencé à y avoir des activités avec donc une filiale à Merlebac, Frémin. Et à partir de là, alors moi, on n'était pas encore concernés, puisque personne, enfin moi en tout cas, je n'étais pas du tout concernée, je n'étais même pas en France. Mais quoi qu'il en soit, ils ont commencé à ce moment-là à Diblin, à Folgevillers. Il faut savoir qu'à Folgevillers, il y a donc eu 2 forages, donc il y a Diblin, il y a Folge 1, il y a Folge 2, il y a Tritelin maintenant, donc de mars 2013 à août 2015, 13 pannes. Lors d'une des pannes majeures qui a duré 3 semaines, il y a eu un passage de centaines de camions citernes qui ont transité sous le nez des riverains dans la rue principale pour ramener de l'eau, et c'était plusieurs millions de litres d'eau qui ont été ramenés là, pour arriver à juguler le problème. Et donc il est absolument faux, premièrement, de prétendre qu'il n'y a pas eu d'injection d'eau. On a un unique rapport de fin de sondage, qui pourtant est obligatoire. Rapport de fin de sondage pour Diblin, qui était donc une catastrophe absolue. Mais il faut savoir que les 3 autres forages sont aussi des fiascos fracassants, puisque en 11 ans, 0 mètre cube de gaz de couche ont été fournis à la France. Alors il y en a peut-être dans l'air, ça c'est possible, mais commercialiser 0 mètre cube de gaz de couche, ce qui veut aussi dire qu'en 11 années, cette société a eu comme revenu, comme chiffre d'affaires gaz de couche, 0 €. Je demande qu'on m'explique. Je demande qu'on m'explique.